Bonjour Karine. Bonjour. En tout cas, merci de m'accueillir dans ton restaurant. Ravie que tu partages ce petit moment avec moi, ici chez moi. Merci de m'accorder ce moment de partage. Tu es prête? Je suis prête. Oui. Oui. Alors écoute, femme de 37 ans. Exact. Mariée, 2 enfants, un quotidien bien rythmé avec une vie de femme, de maman, de chef d'entreprise, mais surtout répartie avec plusieurs tâches dans le domaine d'action sociale et sociétale. Karine, dis-nous tout. Quel est ton super pouvoir? Super pouvoir, je pense que j'aime la vie, j'aime les gens et j'aime entreprendre. Voilà, je pense que ça se fait naturellement et voilà, je suis de nature assez curieuse et je me challenge régulièrement sur plein de trucs. Voilà, je pense que c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire plusieurs choses. Et tu as également une autre mission de cœur, celle qui est d'accompagner les femmes vers leur épanouissement par le développement personnel. Et je cite une de tes phrases, parce que je crois que si on veut apporter de l'harmonie au niveau du statut de la femme dans la société, il est primordial qu'elle prenne confiance en elle. Alors ma question, Karine, pour toi, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les femmes ont peu confiance en elles? Et justement, avec la confiance qui pourrait justement leur manquer, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors la question est vaste. Dans un premier temps, pourquoi elles manquent de confiance? Je pense que déjà c'est l'éducation, le système le système familial dans lequel on a grandi, ou du moins depuis toutes ces générations. Ce système fait indirectement que la femme porte une certaine culpabilité et s'efface et place sa confiance, place ses actions pour les autres, pour sa famille, et prend peu de temps en fait pour vraiment renforcer son identité, renforcer sa confiance, alors que si elle le fait, elle serait beaucoup plus productive et efficace dans la vie de tous les jours. Voilà. Comment le faire justement? Comment le faire? Par le biais de... déjà, il faut s'informer. Il faut rester ouverte d'esprit. Vraiment, ne pas rester dans des cases, bloquée dans des schémas. Je pense que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut s'informer, le droit à l'information est complètement ouvert et accessible. Et si je parlais de moi, je me suis informée très tôt via YouTube. J'ai rencontré pas mal de coachs en développement personnel et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi ça marchait pour eux. Et il y a quelque chose qui revenait souvent, c'était si tu veux être comme ces hommes et ces femmes qui réussissent, qui se sentent libres au quotidien, eh bien essaie de faire les mêmes actions que ces personnes-là, d'imiter et de prendre de nouvelles habitudes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et justement, est-ce que tu as eu un modèle? Donc tu parlais de coach, justement, Ouais. Qui était ton modèle? Alors c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, 2006, ça remonte. Hein. Oui, en 2006, j'ai commencé. Et c'est vrai que c'était par le biais de MLM. Hein. Donc voilà, comment on dit ça? Du marketing de réseau, où en fait il y a quelqu'un qui parlait beaucoup de l'entrepreneuriat, de no excuses, vraiment d'une mentalité beaucoup plus positive. Et c'était Jim Rohn à l'époque. Ensuite, plus proche et français, c'est David Laroche. Il venait tout juste de commencer, je crois qu'il avait la vingtaine, même pas. Ensuite, j'ai suivi Brené Brown, Michelle Obama. J'ai suivi des femmes qui aujourd'hui sont sorties, ont rebondi et sont sorties de l'anonymat, sont sorties de tous ces codes en fait.
Alors tous ces exemples que tu me cites, Karine, ce sont des exemples qui sont plus Loin. à l'international et Oui. loin de chez nous. Mm. Ici, qui est ton modèle, que ce soit homme ou femme d'ailleurs? Alors, mon modèle principal, c'est vraiment mon père. Mon père, parce que je viens d'une éducation chinoise. Donc, il m'a inculqué très tôt les valeurs, deux grandes valeurs, c'est le travail et la famille. Donc, lui, quand il a fait son restaurant, il a fait en sorte que ses 5 enfants puissent travailler avec lui. Donc, faire en sorte qu'on reste, qu'on continue pas forcément les études, mais qu'on reste, qu'on continue à rester avec lui et qu'on entreprenne avec lui. Donc, il y avait ces valeurs-là, donc entreprendre en famille, ça c'était super important. Et puis, c'est surtout, c'est ce qui me donne la niaque. Et c'est un modèle parce qu'il a fait preuve de résilience. Donc il a vécu un divorce, il a vécu énormément de difficultés étant petit. Il a fait grandir un peu ses frères et sœurs. Il a toujours été comme je dis tout le temps, la peau de manioc, c'est-à-dire le lien entre les gens, le rassembleur, voilà. Un peu au milieu de tout, de ce centre familial. Voilà. Donc mon papa, ma maman bien sûr, d'où je tiens son mauvais caractère, un peu de femme têtue, un peu fonceuse, un peu ce côté bagarreuse, mais vraiment pas négatif, plutôt qui en veut, voilà. Et puis, y a eu des exemples, mais voilà, c'est des femmes en politique qui pour moi se sont lancées, ont fait évoluer les choses et ont occupé des places importantes stratégiquement pour ouvrir le chemin pour les autres. Et voilà, c'est le genre de parcours de femmes qui, moi, m'inspire. Et aujourd'hui, quel est ton plus grand succès, Karine? Mon plus grand succès, c'est vraiment mes enfants. Quand je vois mes enfants aujourd'hui, je me dis, mince, j'ai réussi à mettre ça au monde. Voilà, donc j'ai un grand garçon qui va avoir bientôt 13 ans et une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Voilà, 10 ans d'écart, mais j'ai vraiment profité du premier. Et là, ma deuxième, c'est comme si je vivais une deuxième première, en fait. Voilà. Et quelles sont les valeurs que tu les inculques au quotidien? Beaucoup de développement personnel, tous les jours. Quand je dépose mon garçon, là maintenant il est grand, mais à chaque fois que je le déposais, c'était oublie pas mon garçon, t'es le meilleur. Voilà, des petites phrases vraiment positives pour l'apprendre à rebondir. Vraiment lui donner le maximum d'armes pour affronter le quotidien, les gens, le regard. Et c'est vraiment la principale valeur, c'est savoir rebondir. Voilà, dans toute situation. Est-ce que toi, petite, c'est ce qu'on t'a inculqué? Oui, en fait, on m'a appris justement à persévérer, à essayer de toujours trouver le positif dans le négatif. C'est-à-dire, c'est un truc tout bête, mais quand on te donne une caisse de carottes à râper alors que tu as 12 ans, tu te dis comment tu vas finir 10 kilos de carottes à râper, mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, maintenant, je fais ça en 10 minutes. Et c'est une faculté que j'ai. Et à l'époque, je ne comprenais pas, mais j'essayais de trouver quand même du bon là-dedans. Et du sens, voilà. Donc, vraiment, trouver le positif dans le négatif, pour moi, c'est une valeur, c'est un peu comme sublimer après un échec, une souffrance ou un choc émotionnel. C'est vraiment réussir à le rendre positif. Et à trouver aussi une leçon là-dedans. Oui, clairement. Et qu'est-ce que la peur de faire des erreurs t'a empêché de faire jusqu'à présent, Karine? La peur de faire des erreurs. Non mais... Alors, en fait, je t'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ce que je voulais.
Et la plus grande peur, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à la surmonter. C'était de me présenter aux élections. Parce que j'avais peur, tu sais, quand tu te présentes à une élection, on dit toujours oui, après c'est violent, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de commérage, il y a beaucoup d'ondes négatives. Et c'est vrai que tout s'est bien passé, j'ai surmonté et j'ai fait une belle campagne et c'est une belle expérience. Voilà. Et je suis contente de l'avoir fait. Quel était le déclic justement par rapport à cette action ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce nouveau challenge ? Les gens. En fait, quand tu vois que les gens t'appellent pour te dire alors, qu'est-ce que tu fais ? On t'attend. Donc en fait, moi je ne me suis jamais positionnée en tant que représentante ou quoi des gens, mais c'est vrai qu'indirectement, quand tu vois que les gens t'appellent, t'es obligé un peu de répondre en fait. Voilà, et moi je suis assez spirituelle, c'est-à-dire que j'attends les signes. Avant de prendre une décision, je me laisse guider, j'attends les signes, je tâte un peu le plexus solaire, comment il réagit, et puis si les signaux sont verts, on y va. Karine, que fais-tu lorsque tu n'es pas d'accord avec la plupart des gens, avec ce qu'ils pensent ? Eh bien, je me dis tout simplement que ces personnes ne sont certainement peut-être pas au même niveau de conscience et que chacun doit aujourd'hui vivre sa propre expérience pour comprendre et pour ouvrir de nouvelles cases résistance. Et c'est vrai que moi j'accepte, je fais preuve d'abnégation et je ne suis pas fataliste. Je relativise en me disant juste qu'on est différent et qu'il faut accepter en fait cette différence de compréhension, de filtre. Voilà, chacun ses filtres, chacun son expérience. Et voilà, je ne suis pas dans le jugement. Je trouve qu'il faut aujourd'hui qu'on soit plus nombreux à être des êtres de lumière et à essayer vraiment d'éveiller le maximum de conscience. Donc, quand il y en a beaucoup qui ne sont pas, comme tu dis, du même avis ou... S'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu penses ou du même avis, oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Et moi, je suis plutôt dans l'intelligence collective. 1 + 1 = 3. Voilà. Et quelles sont les plus grandes décisions qui t'ont permis d'être la femme que tu es aujourd'hui ? Ah, c'est chaud. Alors, les plus grandes décisions, ça se trouve vraiment au niveau familial, je pense. Oui, au niveau familial, au niveau personnel, c'est vraiment est-ce que je choisis moi ou je choisis l'autre ? Je choisis moi ou je choisis la famille. Voilà, c'est vraiment les plus grandes décisions pour moi. Et au final, tu choisis qui ? Tu choisis quoi ? Au final, je me suis toujours choisie à 50%. C'est-à-dire que dans chacune de mes décisions, il faut qu'il y ait au moins un intérêt à 50% pour moi, pour que je puisse trouver du sens à ce que je fais dans cette décision. Et puis ensuite, il faut qu'en face, il y ait des compromis également. J'adore les relations win-win. Donc il faut vraiment qu'on soit dans du donnant-donnant. On revient sur justement un épisode de ta vie. Donc tu as également été dans le milieu politique, comme tu en as parlé là juste à l'instant, où les femmes ont encore du mal à faire leur place, tu confirmes ? Oui, totalement. Et quelles étaient justement les difficultés que tu as pu rencontrer ? En politique, beaucoup de freins. Déjà, moi, j'en avais 4. Oh, mais toi, tu es jeune. Oh, mais tu n'as pas de diplôme. Oh, mais toi, tu es portoise. Donc, vraiment, là, j'en ai cité que 3. Vraiment, d'avoir des freins comme ça pour les autres, pour ceux qui jugent. Moi, c'était pas des freins, au contraire, c'était des forces.
Je suis jeune, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je suis portoise, oui, donc j'ai quand même aujourd'hui tout un héritage de la lutte ouvrière en moi. Et je suis un minimum métissé chinois malagasy, donc un peu de sang de combattante. Et c'est vrai, sans diplôme, j'ai aucun complexe là-dessus parce que j'ai mon bac et alors en fait, ça m'a pas empêché de ne pas avancer, donc j'ai continué. D'autres freins, le jugement, les hommes qui se permettent, des hommes en politique qui se permettent beaucoup de choses, un peu trop. Des agressions, j'ai subi du sexisme à fond la caisse. Je pense qu'on n'a pas trop le droit de parler. Et comment tu réagis face à tout ça? Parce que justement, je souhaiterais revenir sur une période de ta vie assez délicate. Donc, dans une de tes interviews, oui. Tu disais que tu as été victime de séquestration même au travail. Oui. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus et nous dire aussi quels enseignements tu en retirais? Comment tu as pu faire face à tout ça? Et aujourd'hui, tu es toujours là. Effectivement, en fait, la politique, c'est énormément de pression. Et à l'époque, si je remets les choses dans le contexte, en fait, j'ai été directrice de la halle des manifestations. Et c'est vrai qui était en difficulté financière. Et c'était à l'occasion de l'ouverture du salon de la foire des Mascareignes. Et là, en fait, si tu essaies vraiment de te mettre à ma place, c'est qu'à 10h, il faut ouvrir. Il y a déjà 100 personnes devant le portail. Les exposants sont déjà présents, donc on est à peu près une centaine d'exposants. Et là, en fait, tu as un membre du staff, de la sécurité, qui m'enferme dans le bureau et qui me dit « Madame Infante, maintenant, vous me payez et vous me signez ces chèques, sinon, vous ne sortez pas du bureau. » Et là, il y a 2 gros bras qui arrivent et qui m'enferment dans le bureau. Et là, j'appelle, je dis, waouh, allô, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je vais pas signer des chèques en blanc. Solution. Donc là, tu essaies de trouver des solutions. Tu appelles les responsables, les décideurs qui ne répondent pas. Tu as Réunion Première qui est devant le portail. Le scandale va bientôt sortir et tu as une pression énorme sur tes épaules de dire, est-ce que tu signes ce chèque? Et c'est un chèque en blanc et ça va, c'est pas légal, c'est pas éthique, c'est pas du tout normal. Tu subis la pression, tu fais quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait au bout de 30 minutes, après négociation, après avoir trouvé des solutions en interne, la personne nous a mal laissé sortir. Ensuite, là tu sors du bureau, tu vas ouvrir le salon, tu regardes le public, tu sais même pas, tu comprends pas ce qui vient de t'arriver et tu fais le tour des exposants, tu t'excuses, tu prends le micro, tu t'excuses, tu prends le micro de Réunion Première et tu dis avec le sourire qu'il y a eu un petit incident technique mais c'est pour la sécurité et voilà, tu es obligé toujours d'essayer de rassurer. Le personnel te regarde, ça va Madame Infante, ça va, tout va bien et puis après je rentre dans mon bureau et je m'effondre parce que c'est une pression incroyable, c'est des milliers d'euros, c'est des choses qu'on ne peut pas faire et qui ne doivent pas se passer comme ça. Et oui, moi j'appelle ça de la séquestration et même de l'extorsion, voilà, parce que j'ai dû donner de l'argent sous pression et ça s'est fini en fait en affaire classée sans suite. Voilà. Quel enseignement tu retires de tout ça, Karine? Comment tu en ressors grandie? Comment je ressors grandie? Je me dis que déjà, waouh, parce que j'ai été heureuse de vivre cette situation-là, parce que je me dis que j'arrive à gérer et que j'ai géré et qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient présentes et qui n'ont rien vu, rien compris. Le personnel était là, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. Et que voilà, je me dis,
une case en plus dans mes compétences. Donc moi, plus il m'arrive de choses difficiles, au contraire, je suis dans la gratitude parce que je grandis et je me dis c'est plus qu'un diplôme là, ce qui vient de m'arriver. C'est plus que, enfin voilà. Gérer l'humain, c'est super compliqué. Super compliqué. Et en politique, on peut pas dire tout, on peut pas parler de tout librement et tout. C'est ce pourquoi j'étais vraiment mal à l'aise. Voilà. Et moi, j'ai tendance à être électron libre, alors difficile. Hein. On parle maintenant de ton aventure mompreneur. Ouais, carrément. Alors, est-ce que c'est une envie de ta part de devenir mompreneur ou est-ce que c'est un choix qui s'est tout naturellement imposé à toi ? Bah c'est naturel et je pense qu'on l'est toutes en fait. On l'est toutes à la base déjà. D'être maman au foyer, c'est être mompreneur. Pour moi, hein, déjà. Gestion d'un foyer plus les enfants, c'est déjà 2 activités différentes. Or, on ne le dit pas aujourd'hui. Donc oui, c'est quelque chose qui est arrivé et que je le prône, je le démocratise et que c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai juste aujourd'hui, je mets ce truc-là en lumière parce que c'est normal et nous le sommes toutes en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais voulu savoir ou avoir lorsque tu as commencé dans le monde du travail en tant que mompreneur, dans l'entrepreneuriat en général ? Qu'il n'y avait pas de limite. Ça, c'est important. Parce qu'on se limite à des horaires. On se limite à un cadre. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce côté cadre, ce côté case. Parce qu'en fait, quand on te dit déjà, tu travailles 7 heures par jour, alors que quand je vois mes collègues, quand je vois mes amis, alors que moi, je travaillais beaucoup plus que 7 heures par jour, je me dis, non, mais pourquoi on nous limite comme ça ? Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a permis de découvrir ce côté nos limites. Et je pense qu'on devrait vraiment le savoir très tôt. Et d'ailleurs, c'est ce que quand j'interviens auprès des collégiens ou des lycéens ou auprès de l'école de la deuxième chance ou RSMA, vraiment parce que j'adore tout ce qui est insertion et transmission, c'est ce que je leur dis. Les limites, c'est dans la tête. Et ne vous limitez pas au système éducatif. YouTube est là, renseignez-vous, soyez autodidacte, renseignez-vous et faites par vous-même les choses. Pour vous et par vous. Et dans cette aventure, justement, Karine, quel était ton moment le plus joyeux ? Est-ce que tu en as un en tête, là, comme ça ? Alors, dans l'aventure, laquelle ? Entrepreneuriale ou mompreneur ? On va dire un petit peu des deux. Un moment qui t'a particulièrement marqué Ouais, un moment... Allez, mompreneur, c'est quand j'ai fait l'événement pour les femmes, les conquérantes, quand elles m'ont appelée pour être maîtresse de cérémonie. Je venais d'accoucher et j'allaitais, elle avait 2 mois, Laurine. Et c'est vrai que j'étais au micro avec Laurine dans les bras et voilà. Et je me suis dit, je vais montrer que c'est possible de travailler. Alors, c'était un super travail ce jour-là. Travailler avec bébé dans les bras. Et au contraire, toutes les femmes, elles ont dit, mais c'est possible, on peut être là avec les enfants, d'être en réunion avec elles, de l'emmener partout, dans mes réunions autant très cadrées, très strictes. Mais tout le monde comprend qu'il y a un bébé dans la salle. Et voilà, je pense qu'on devrait voir ça plus souvent aussi. Et comme ça, en tête, un moment douloureux, les plus douloureux que tu as vécu, mais que tu as surmonté ? Un moment douloureux dans l'entrepreneuriat. J'ai été pendant plus de 8 ans dans une association dédiée et je me suis dédiée corps et âme à cette association qui justement milite pour l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai vécu un moment où l'ascenseur émotionnel en fait. Où je suis tombée de haut parce que je ne m'attendais pas à ça en termes de traitement. Voilà. Quand on donne 8 ans d'engagement auprès des femmes qui entreprennent et que du jour au lendemain, on vous dit « Ouais, mais toi, t'es qui, toi, pour parler comme ça, pour dire ça et tout ? Mais t'es qui, toi ?»
Je suis celle qui a donné plus de tant d'euros à l'association, qui a mis à disposition tant de choses, du temps, de l'argent, des moyens pour que l'association grandisse. Et le bénévolat reconnu de cette façon-là, ça m'a quand même... c'était douloureux. C'était douloureux parce que, tu vois, quand tu aimes et que tu fais les choses avec amour et qu'on te le rend aussi avec autant de mépris, tu te poses des questions, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on n'était pas sur le même niveau de sensibilité, voilà. Donc oui, c'était douloureux, cet épisode-là. Pour toi, quels avantages et quels inconvénients il y a justement d'être dans l'entrepreneuriat ? C'est une question compliquée pour moi parce que je ne vois pas d'inconvénients à entreprendre. Je n'y vois que du positif. Beaucoup pourraient dire que oui, c'est instable, c'est instable, mais c'est aussi, il n'y a pas de sécurité alimentaire et tout. Mais en même temps, on sait ce qu'on vaut. Voilà, si tu bosses 1 heure et si tu arrives à gagner 1 heure, c'est déjà très bien. Voilà. Donc, et quels sont les sacrifices justement que tu as dû faire pour y arriver ? Peut-être passer moins de temps avec la famille. C'est un sacrifice pour moi. Parce que pour mon équilibre, je dois vraiment être auprès de ma famille. Et parfois, quand on n'a pas d'horaire, quand on n'a pas de week-end, quand on n'a pas de vacances, n'importe qui aurait peut-être 5 semaines de vacances normalement. Voilà. Moi, depuis 4 ans, j'ai pris qu'1 semaine de vacances. Donc, c'est un choix, je ne me plains pas, mais ça reste un sacrifice. Selon toi, Karine, quelles étaient les compétences uniques que tu avais et qui t'ont aidé à réussir dans ce monde entrepreneurial ? Compétences uniques ? Propres à toi-même, ouais. Propres à moi-même. Je pense que je suis sûre de moi. Vraiment. J'ai vraiment confiance en mon intuition. Et tu vois, quand j'ai pris une décision et que je sens que c'est ça, j'y vais. J'y vais au détriment de tout. C'est-à-dire que je pose ça là, je délègue ça, je fais ça, et je sais que c'est ça à ce moment-là. Donc j'ai foi vraiment en mon intuition parce que trop de fois, en fait, mes guides m'ont montré que je pouvais m'écouter. Donc ça, c'est très, 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 très... Enfin, s'il y a quelque chose à développer, alors que normalement, l'entrepreneuriat, c'est chiffres, c'est cartésien, c'est factuel et tout, mais il faut absolument développer son intuition et ce côté vraiment spirituel. C'est très important. Est-ce que tu peux partager avec nous, justement, et nous dire comment tu l'as développée, cette intuition, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ? Déjà, tout comme toi, je suis convaincue qu'il faut écouter son intuition. En fait, je suis très à l'écoute de mon corps et très à l'écoute et très en conscience de tout ce qui se passe. Donc, par exemple, pour moi, tout est signe. Et peut-être que je vais paraître un peu perchée, mais je crois très fort dans tout ce qui est heure miroir, par exemple. Dès qu'il y a des heures miroirs, je prends mon téléphone, allez, 4h04, hop, je regarde tout de suite la signification et je regarde qu'est-ce qui va se produire et qu'est-ce que j'ai, par exemple, posé comme question dans ma tête pour qu'ensuite, on me réponde par cette heure miroir. Par exemple, quand je me pose une question, j'ouvre un livre et je regarde la phrase. Je sais que cette phrase-là, en fait, elle est pour moi. Je conduis, je conduis, et puis je me pose des questions, et puis je vois le chiffre 14. Et le chiffre 14, c'est vraiment mon chiffre partout, dans tout ce que j'entreprends. Et je regarde la signification à chaque fois. Donc je m'écoute énormément et j'écoute... je suis vraiment, consciente.
Je suis vraiment dans l'instant présent, consciente, et je prends tout comme signe. Voilà. Et pour développer ça, je me fais beaucoup de bien. Je pense à moi, je fais du sport, je fais de la méditation. Quand j'ai vécu quelque chose de très intense, j'ai besoin de l'effacer par quelque chose de très intense pour moi. Par exemple, je sais que j'ai une grosse réunion, expert comptable, commissaire aux comptes ou quelque chose comme ça, très lourd. Ben après, j'ai besoin d'aller faire une séance de jet ski, un saut en parachute. Voilà, j'ai besoin en fait d'équilibrer les choses dans ma journée ou dans ma semaine. Voilà, pour effacer, annuler ce stress un peu. Est-ce que tu peux nous dire quel projet te stimule le plus en ce moment ? Waouh, j'en ai tellement. Alors j'en ai plein, mais le truc c'est que je laisse les signes venir. Voilà, pour savoir, en ce moment, j'essaie de voir. Mais c'est vrai que je suis beaucoup appelée sur la scène politique. Je suis appelée, et puis sinon, il y a des projets dans l'entrepreneuriat avec mon club de padel. Voilà, ça me stimule pas mal. Donc voilà. Maintenant, si tu pouvais résumer ta carrière en seulement 3 mots, quels seraient-ils ces mots-là ? C'est des mots que j'utilise souvent. C'est amour, détachement et gratitude. C'est vraiment ce que j'utilise dans mon quotidien. Ça ne décrit pas forcément la politique. Ça ne décrit pas forcément le côté associatif, tout. Mais c'est vraiment ces 3 domaines, ces 3 piliers-là que j'utilise dans tout. C'est transversal. Je fais tout avec amour. On a besoin vraiment d'amour et de partager dans la vie. Il faut tout faire avec détachement, parce que souvent, en fait, on croit que c'est bon, mais finalement, c'est pas ça. Et la vie nous montre que c'est pas ça. Donc, il faut le faire, mais sans s'attendre de résultats. Et puis, gratitude, parce que la gratitude, c'est quelque chose qui disparaît. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas forcément, et il faut arrêter d'être dans l'attente. Donc moi, je m'auto-gratifie tout le temps. Et je me dis moi-même, mais je suis géniale, et je m'aime, et je suis merveilleuse, et c'est grandiose ce que je fais. Même le petit affaire, mais de rien du tout. Enfin voilà, je remercie tout le temps. Et as-tu déjà eu des périodes de doute, de remise en question ? Et si oui, comment fais-tu pour les surmonter ? Oui, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Je pense qu'il faut, quand tu tombes très bas, il faut savoir s'entourer. C'est très important. À plusieurs reprises, quand je suis tombée, la vie, l'univers, a mis sur mon chemin des personnes bienveillantes qui n'avaient aucun intérêt à m'aider, qui n'avaient aucun intérêt à me donner les bons mots. Mais c'est venu comme des anges gardiens. Donc, quand on est au plus bas, vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Souvent, les amis ont un parti pris. Donc, moi, je me suis concentrée à écouter des vidéos sur YouTube pour essayer de trouver un peu qu'est-ce qui me correspondait. Et oui, je me remets en question bien souvent. J'ai des périodes de doute, et c'est pour ça que quand je doute, je place dans l'univers, et l'univers m'envoie les réponses. Et surtout, je m'entoure de bonnes personnes, mais aussi d'experts. Je ne suis pas, je n'ai pas la science infuse. J'ai énormément de faiblesses, et j'ai travaillé sur ces faiblesses. J'ai été accompagnée par des coachs en développement personnel. J'ai fait de l'hypnothérapie. Je suis allée voir des gens qui sont aujourd'hui des énergéticiennes, par exemple, des personnes qui ont les compétences, parce qu'à un certain moment, quand on n'a plus les ressources, il faut aller les chercher, parce que c'est autour. C'est autour, et ils vont pas forcément nous donner les clés, mais ils vont nous aider à détaquer des ressources intérieures qui font qu'ensuite, on se développe et on remonte.
Moi, ma principale, mais vraiment, le meilleur médicament que j'ai pu avoir, c'était le sport. J'ai eu des moments de doute, même de déprime. Et ben, j'ai pris mes baskets. Parce que je sais qu'à chaque fois que ça ne va pas, je prends mes baskets, je vais courir, je vais marcher ou je vais à la salle. Et ben là, je trouve mes réponses. Et je remonte, étape par étape. Et maintenant, si tu pouvais donner un conseil aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, Karine, qu'est-ce que tu leur dirais ? De bien, d'abord, réfléchir à leur pourquoi. De savoir pourquoi elles veulent se lancer. Parce que souvent, le focus n'est pas suffisamment fort. Et si le pourquoi n'est pas un pourquoi qui est fort, en fait, par exemple, on ne monte pas une entreprise parce que maman veut, parce que papa a dit, parce que le mari l'a dit, enfin voilà. On le fait parce qu'on a des raisons personnelles de vouloir entreprendre, de vouloir se prendre en main, se responsabiliser et replacer justement son avenir dans ses propres mains. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à son pourquoi avant de se lancer et vraiment ne pas hésiter. Je pense que quand on ressent de la peur, c'est vraiment chouette. C'est vraiment ça, c'est cette excitation, cette adrénaline de dire comment je vais faire et tout. C'est ça, entreprendre. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finalité de dire ah ça y est, j'ai entrepris. Non, c'est ce moment-là où on se dit allez, on y va pas, on y va. C'est vraiment ce petit truc-là qui fait que ça s'appelle l'entrepreneuriat. Sinon, vous restez dans le salariat. Quelle a été la plus belle leçon de vie pour toi ? Alors, pour moi, la plus grande leçon de vie, c'est lorsque j'ai pris conscience dans mon couple qu'on était deux. C'est-à-dire que comme on s'est rencontrés à l'âge de 11 ans, on était meilleurs amis et donc on est sortis ensemble à l'âge de 13 ans. Lui, parents divorcés, moi également. Du coup, on se retrouvait, on était très complémentaires sur plein de points. On a grandi ensemble. Et on a évolué ensemble. Et c'est vrai que le jour où j'ai compris en fait que même dans un couple, malgré l'amour, il y avait deux personnes, deux individualités, de respecter vraiment les choix de l'autre, les choix différents, la différence de l'autre, et lui montrer que moi je l'aimais encore plus fort parce qu'il était lui. Et lui qui m'aimait encore plus fort parce que j'étais vraiment moi, ça a été une grande leçon de vie. Et d'ailleurs, je lui dis un grand merci parce qu'aujourd'hui, il me permet d'être complètement moi. Et ça, j'ai vraiment envie que la femme d'aujourd'hui, dans son couple, elle puisse vraiment s'épanouir et pousser l'autre à être lui. Voilà. Et quelle est ta plus grande source de motivation ? C'est vraiment mes enfants. Hein. Ça, c'est vraiment... J'ai une fifi qui a un caractère, mais Karine puissance 10. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de lui ouvrir le maximum les portes. Et mon garçon, pareil, Rohan, de leur faire prendre conscience de la difficulté de la vie, de la beauté de la vie et de savoir que la vie, c'est des obstacles. Et ces obstacles, en fait, c'est comme un jeu. C'est comme Fortnite, en fait. Il faut à chaque fois... T'as vu ma référence, hein, dis donc. Il faut à chaque fois débloquer des cases, continuer, essayer, s'entraîner. Donc la vie, c'est un entraînement pour y arriver. Voilà, pour arriver jusqu'au bout. Est-ce que tu as des peurs, Karine ? J'avais des phobies avant. Ouais, j'avais la phobie des animaux, j'avais plein de phobies. Mais c'est vrai que j'ai réussi à détaquer tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais une phobie de l'avion même. J'avais réussi à faire un stage pour réussir à reprendre l'avion. Donc
Ouais, j'ai plus de phobie. Est-ce que j'ai des peurs? Non. J'ai pas de peur parce que je sais pas. Enfin, c'est peut-être dangereux de dire que j'ai pas de peur, mais c'est que j'ai cet état d'esprit de me dire que j'accueille le bon comme le mauvais et que je sais que le mauvais, en fait, ce sera que du bon. Je sais pas si tu vois, que le mauvais, en fait, je sais que mais c'est juste, en fait, une grosse claque pour que je revienne. Tu sais, un peu, c'est comme tu es en train de conduire et il y a la ligne là qui fait du bruit là. Ouais. Bah, dès que tu dévies parce que tu t'endors, donc voilà, tu vois, ça te recadre. Donc pour moi, voilà, j'accueille vraiment le bon comme le mauvais. Ouais. On revient un petit peu dans ton enfance. Oui. Plus jeune, à qui tu voulais ressembler? Est-ce que tu avais un modèle? Ma sœur, je pense. Ma grande sœur, parce qu'en fait, elle était toujours belle, maquillée, bien habillée. J'ai grandi surtout avec elle, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours mon modèle. On a 10 ans de différence, 9 ans. Et c'est vrai que Sandrine, elle est dans l'ombre, hein, mais alors c'est une warrior, quoi. C'est une guerrière. Déjà, elle nous a supporté, ses frères et sœurs, puisque c'est l'aînée. Elle a supporté, elle a porté la famille, puisque parents divorcés. Hein. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'elle a toujours été coquette. Je pense que je l'ai beaucoup suivie et admirée. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on nous prenait pour des jumelles. Et ça me plaisait bien. Je me suis souvent moquée d'elle, mais non, finalement, ça me plaisait bien. Donc oui, pour moi, c'était vraiment un modèle. Après, petite, j'aimais bien aussi mes maîtresses d'école. Il y a une maîtresse d'école que je trouvais magnifique. Moi, je vais la citer parce qu'elle est excellente. C'est Madame Fallour, en CM2. Ah là là, qu'est-ce qu'elle était belle. Elle faisait du tennis, donc elle mettait tout le temps des petites jupettes de tennis et tout. Et je la trouvais rayonnante. Voilà. Et elle m'inspirait beaucoup. Et petite, que disait-on de toi? Que j'étais un garçon manqué. J'aimais tous les trucs garçons. Moto, grimper aux arbres, tous les trucs dangereux. Voilà, que j'étais vraiment un singe, d'ailleurs, un petit singe. Patin à roulettes, skateboard, tous les trucs dangereux, quoi. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cette interview, Karine. J'ai encore quelques questions pour toi. Ben oui, bien sûr. Alors, quelle est ta citation créole préférée? Une qui te motive? Il jouait pas en short là. Ça, j'adore. Et je le dis souvent. Après, c'est un créole récent, hein. Mais ça veut dire que, quand on y va et que ça joue pas, quoi. Je pense que dans mon caractère de tous les jours, je suis joviale, positive. Mais alors dans mon travail, les gens qui ont travaillé avec moi, qui m'ont accompagnée, je pense que beaucoup ont vu à quel point je pouvais être exigeante et stricte. Et loin de ce côté où je souris, c'est la belle vie, tout va bien. Voilà. Donc j'ai ça. Donc il jouait pas en short là. S'il fallait citer vraiment, j'aime bien H coupe gros bois. Voilà. Parce que pour moi, en français, je suis très portée sur le petit colibri. Et ça veut dire un peu la même chose. C'est chacun fait sa part à son niveau, en fonction de ses moyens. Je vais te lire une citation et tu vas me dire de qui elle est. D'accord ? Allez. Si tu n'entends pas quand l'univers te parle, ne t'inquiète pas. Il te le rappellera ou il te le répétera. Oui, je connais, mais je ne connais pas de qui. Mais je connais cette citation. Tu veux savoir elle est de qui ? Non. Bah de toi. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Instagram. Exactement. Elle était signée Karine Infante. Oui. Mais en fait, effectivement, je la connais parce que je crois que c'est moi qui l'ai inventée. Mais c'est vraiment ça, hein, tant que tu comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la vie, c'est comme la prison. Tant que tu comprends pas, tu repars. Tu récidives, tu rentres en prison. Et ben voilà, c'est ça la vie. Et tant que tu comprends pas, tu gagnes ton coup de coin.
Alors, Karine, je voulais savoir, est-ce que tu as un message à faire passer aux femmes de la Réunion ? Oui, un message, c'est vraiment... Tu veux que je regarde la caméra ? Ouais. Ok. Alors, si j'ai un message vraiment à vous dire, mesdames, c'est de récupérer votre puissance. Parce que vous avez une puissance intérieure. Donc, arrêtez de la placer à droite, à gauche, autour, et de la donner, votre puissance, votre confiance. Voilà. Vous récupérez tout ça. Et ça, vous le travaillez et vous le mettez au service de vos choix. Vous prenez votre décision en fonction de vous à 50% et vous récupérez votre puissance. Ça, c'est important. Dès que vous avez quelque chose, un moment de doute, de peur et tout, il faut vraiment poser les éléments et se dire pourquoi j'ai peur. Ah bah parce que je lui ai fait confiance. Mais en fait, s'il m'a trahi, si elle m'a trahi, c'est peut-être parce que justement j'ai posé ma confiance en l'autre à 50%, à plus de 50%. Donc récupérer les choses et préfère s'atteler à nous. Préférez vraiment ce qui vous appartient et travaillez-le. Et si j'avais une devise, c'est Live Your Wow. Voilà, c'est vivez votre wow intérieur. Voilà. Et un message pour les messieurs qui nous regardent ? Messieurs, et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en général. Je félicite et je vous félicite, vous les messieurs qui accompagnez vos femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à devenir ce qu'elles ont envie de devenir. Je remercie et je félicite tous ces hommes qui poussent les femmes à se réaliser et tous ceux qui ont compris en fait que c'est à deux que tout fonctionne. C'est l'homme, la femme, la complémentarité, l'équilibre, l'harmonie. Et si vous avez compris ça, vous comprendrez tout le reste parce que c'est systémique. À partir du moment où on s'est replacé à sa place et qu'on a donné à l'autre sa place, je pense que tout peut fonctionner dans le meilleur des mondes. Et pour terminer, quelle est ta propre définition de la femme ambitieuse ? La femme ambitieuse est une femme qui s'écoute et qui est alignée. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut et elle place chaque jour dans son quotidien des choses qui la ramènent à chaque fois au plus près d'elle-même. Et plus elle fera des choses pour elle. On ne parle pas d'égoïsme, ni d'écocentrisme. On parle vraiment de se nourrir intérieurement. Et plus elle va le faire, plus elle aura de l'ambition. Quelle que soit l'ambition, pour elle, pour les autres, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle. Mais de vraiment prendre soin de soi. La femme ambitieuse, c'est vraiment une femme alignée et qui passe à l'action. Karine, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Mille merci à toi. Et je te souhaite une très, très belle continuation. Merci beaucoup. Merci pour tout, c'était génial et c'était un super moment. Je ne m'attendais pas à toutes ces petites questions. Et oui, il y en avait pas mal. Donc, merci d'avoir pensé à moi. Je suis honorée. Merci. Merci.